Donc là, on va parler de l'Adepticon. Alors, les listes. Light Side Ass. Alors, attendez. Je n'ai pas scroll. Hier, je n'ai pas du tout lu l'article. J'ai juste vu qu'il était disponible sur le site. Laissez-moi deviner. On a 3x3 Void Weaver. Oh, on a 3x3 Void Weaver. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enfin bref, la classique, je vais vous épargner la liste. Hein. Shadow Seer, Troop Master, 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes, un Death Jester, un solitaire, les 3x3 Void Weaver et les Star Weaver avec les troupes à l'intérieur. Et on doit avoir de la grosse... Non, c'est que de la full petite troupe. Ok. De temps en temps, ça peut arriver qu'on ait une troupe genre de 10. La stratégie clé ici est de lancer les 4 ou plus et de ne pas lancer de 3 ou moins. Si vous pouvez obtenir plus de 4 que votre adversaire, vous gagnez la partie. Alors de 4, c'est pour l'invulnérable parce qu'ils sont tous en invulnérable à 4+. Ces listes sont incroyablement similaires, la seule divergence majeure étant que Zach coupe un Star Weaver pour avoir un peu plus de troupes et un peu plus d'outils sur celle qu'il a, tandis que Matt a choisi d'ajouter Prince of Sins à son solitaire, ce qui ne fait pas une grande différence dans ce match, car les Harlequins gardent généralement leur relance pour faire des sauvegardes plutôt que de les lancer après les coups et les blessures. Bien que ce soit fantastique dans tous les autres matchs, je pense en fait que la différence la plus importante est que Zach a 2 de ses troupes équipées d'étreintes d'Arlequin, car une source de mortel en dehors du flux normal du combat pourrait légitimement agir comme un point de basculement, surtout s'il élimine un personnage clé en combinaison avec Mirror of Mind ou les perturbateurs neurologiques d'une unité de transport. J'ai pas regardé l'autre liste, mais on va être troupes, Shadow Seer, Death Jester, Solitaire, 2, 3, 4, 5 troupes et 1, 2, 3, 4, 5 Star Weaver. Ouais, il a moins une troupe plus un Star Weaver en gros. Les 3x3, le match miroir doit pas être très intéressant à voir. Hein. En dehors de cela, il y a vraiment une part de chance inévitable. On a l'impression que vous cherchez à passer en second pour ne pas avoir à être le premier joueur à se déplacer à découvert et pouvoir marquer des points en fin de partie. Mais au-delà de cela, vous espérez vraiment que lorsque vous pourrez aligner des tirs, votre adversaire ne fera pas de sauvegarde à 4+. Vous voulez probablement aussi prendre les secondaires que vous pouvez marquer tout en minimisant votre exposition à l'ennemi. Mais les deux camps vont le faire et cela ne fait qu'amplifier le désir d'un second tour. Bien qu'avec le terrain qui vous permet de vous déplacer et d'aligner des tirs à des angles larges, Liam, si vous n'avez pas vu les tables de ce week-end, beaucoup d'entre elles avaient l'air très appropriées pour jouer à Warhammer Fantasy Battle, moins pour 40k, donc ça veut dire qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de décors. Entrer en premier avec les armes et essayer de dominer la table assez longtemps pour prendre l'avantage semble aussi faisable. En fin de compte, Zach est sorti vainqueur. Félicitations à lui pour sa victoire et espérons tous que cette finale est l'un de ces jeux qui font bouger les choses. Alors bon, on critique beaucoup les Harlequins, mais heureusement que les joueurs les jouent pour montrer en fait à quel point c'est aberrant. Parce qu'on n'aurait pas beaucoup de joueurs qui jouent à Harlequin. Du coup, le codex pourrait être complètement pété, mais traînerait sur des taux de victoire, on va dire, normaux, entre 50, 55, 60%. Et du coup, on ne pourrait pas se rendre compte de l'aberration de leur codex. Alors, donc, pour la liste de Zach, on nous dit c'est la meilleure armée du jeu et c'est loin d'être le cas. L'ajout des étreintes semble définitivement être un jeu fort, et si vous construisez pour le miroir plutôt que pour le taux, avoir une unité supplémentaire plutôt qu'un 5e Star Weaver est certainement une bonne chose. Mais c'est déjà une de ces listes où environ 90% des points et des choix sont complètement verrouillés, et tout changement va être limité dans l'impact qu'il peut avoir. Néanmoins, félicitations à Zach pour avoir triomphé avec succès de l'enfer à Eldari. De toute façon, il n'y aura pas grand chose à nous dire. Hein. C'est à peu près la même chose, des chargements plus légers sur les troupes, mais une mise à niveau épicée pour le solitaire et un 5e Star Weaver à la place. Un jeu d'ajustement sur les bords, mais toujours excellent de voir l'un des meilleurs du Royaume-Uni sur la scène américaine. Matt Robertson. Ok, je vais essayer de retenir son nom la prochaine fois. En 3e place, on a un taux. Alors, lui, c'est un taux 7, donc il joue un Colstar avec précision du chasseur, donc ça, c'est la full reroll des touches et des blesses. Il a Burst Cannon, donc il a 2 Burst Cannon, dont un qu'il a fait évoluer en prototype. Il a son Hide Burst Cannon, le gantelet, le Shield Generator. Ok. Donc c'est un gars quand même qui va envoyer 6 plus 8, 6 et 8, 14, 14 et 10. Il envoie quand même 24 tirs, entre force 5 et force 6, avec une PA entre 0 et -1. En fait, sur le prototype et le Hide Burst, il aura PA-1. Et le prototype ignore tout ce qui est Feel No Pain.
Donc là, on a vraiment un gars qui fait de la grosse saturation, qui est pas trop dégueu au cac dans le sens où il aura 4 grosses patates de force 12, à moins 4 dégâts 3, donc ça peut potentiellement tuer un Hive Tyran. Je dis ça parce que si vous avez vu la partie contre Aimé, on s'est auto-tué avec mon commandeur, avec le lance-flamme en prototype et le nagre gauntlet avec la précision du chasseur. Enfin voilà, c'était la petite anecdote. D'ailleurs, une partie où je joue très très mal les taux, hein, où j'ai oublié pas mal de choses, mais bon, bref, c'était ma première partie. On retrouve donc des croûtes. En crisis, on a Fusion Blaster, Plasma Rifle, Velocity Tracker. Donc ça, c'est pour avoir le plus 1 pour toucher contre les unités volantes. On a un marqueur drone et 2 shield drones. On retrouve ici, donc pareil, les doubles Plasma Rifle, le Cyclic Ion et le Velocity Tracker, toujours contre les unités volantes. Les Harlequins, est-ce qu'ils ont le mot-clé vol? Je serais pas surpris qu'ils l'aient. Ou en tout cas qu'ils le gagnent via un équipement genre... je crois qu'ils ont des ceintures anti-graves qui pourraient leur donner le vol. Donc ouais, si ça se trouve, le Velocity Tracker, c'est clairement pour aller casser la gueule de l'Arlequin. On retrouve les Broadside, donc avec les Twin Smart Missiles, le Rail Rifle et le Velocity Tracker, 2 Drone Shield. Donc là, on joue vraiment en 7 taux. Hein. Ensuite, deuxième patrouille, on a un commandeur Crisis avec l'exemplaire of Monka pour la full reroll des blesses. L'Advanced EM Scrambler, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est l'Auto Advance 6. Non, ça c'est le trait de seigneur de guerre. Un trait de seigneur de guerre qui fait ça. Je sais plus du tout ce que ça fait. En tout cas, il est en double air bursting, un plasma rifle et le prototype lance-flamme. Donc on retrouve des croûtes en troupe, hein, c'est la petite taxe qui coûte le moins cher chez eux. Ensuite, on retrouve une Crisis en Burst Cannon et Cyclic Ion Blaster. Donc ça, c'est clairement avec un shield drone et un marqueur drone. Donc ça, c'est l'unité qui va vraiment saturer. Parce que là, on a quand même 6 et 6, 12 tirs. 1, 2, 3, 4. 12 x 4, on a 48 tirs de force 5, plus 0, dégâts 1. S'il est en Monka, en fonction du tour en cours, il peut avoir PA-1. Et 3 tirs de Cyclic Ion et toujours en Velocity Tracker. Je pense qu'ils ont le mot-clé vol, les Harlequins. Sinon, je comprends pas le full Velocity Tracker. On a les Crisis Bodyguard avec le full air bursting. Et là, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Et avec le Target Lock pour l'ignore... l'ignore Light Cover. Couvert léger. Et enfin, le Supreme Commander avec Shadow Sun. Les outsiders de Tour Empire se sont qualifiés pour les demi-finales d'un Super Major. Cette liste a définitivement pour objectif de tuer les elfes, en sacrifiant une partie de la résilience des équipes de Crisis en faveur de trackers de Velocity partout. Donc c'est bien, voilà, ça confirme ce que je disais. Et si vous regardez le reste du top 4, c'est clairement le bon choix dans ce monde. Cela signifie que dans un match contre les Tau ou les Custodes, la liste doit jouer un peu plus prudemment, mais la grande majorité des menaces clés de ces listes ont également des fly, hein, et cette liste est presque purement construite à partir d'unités alpha, plutôt que d'inclure des éléments utilitaires. Elle peut donc aussi absorber la perte d'une équipe de Crisis beaucoup plus facilement que certaines constructions. Donc c'est vrai, parce que quand on regarde les taux, toutes les battlesuits, en fait, elles ont le mot-clé vol, donc du coup le Velocity Tracker fonctionne, en dehors de la Broadside, qui n'a pas le vol. Mais c'est beaucoup de Crisis Bodyguard, de Steels, donc tout ça a le mot-clé vol. Côté Custodes, les grosses menaces principales, c'est les motos, et les motos, elles ont le mot-clé vol. Donc en fait, pour jouer contre la méta, le Velocity Tracker est ultra intéressant. Le seul où on va pas le mettre, c'est là où on a les doubles air bursting, parce que les air bursting, c'est pas comme les twin, les twin missiles là qu'ont les broadside, qui ignorent de base la light cover. Là, c'est pour ça qu'on leur met la target lock. C'est pour être PA-1 ignore light cover, ce qui fiabilise vraiment énormément les AFP. Hein. Cela signifie que dans un match, oui, non, ça on l'a lu, également le mot-clé fly, et cette liste est presque purement construite. Construction, ok. Ce n'est pas un bon signe que même les taux doivent se contenter de maximiser les dégâts qu'ils peuvent infliger à l'exclusion de tout le reste, en espérant désespérément en garder suffisamment sur la table pour infliger des dégâts aux Harlequins. Mais la liste est extrêmement bien ciblée pour l'événement et a été dûment récompensée par la 3e place. Donc bon travail de Thomas. Et là on a John Lennon en 4e. Donc Shadowseer, Troopmaster, Troop, Death Jester, Solitaire. Void, Star. Voilà. Vous voulez une autre liste? Say the line, Bart. Lightsiders, Voidweaver, Spam. Yeah! J'aime beaucoup ce mime. Bon,
Ce n'est même pas intéressant dans ce top 4, je ne pense pas que John l'ait trouvé intéressant. Nous en sommes à 3 listes, à un événement, et je suis déjà malade à l'idée d'essayer de trouver quelque chose à dire sur les Arlequins. Avec un peu de chance, James fera une croix dessus plus tard et ajoutera quelque chose d'intelligence. Mais même son incroyable pouvoir de trouver quelque chose à dire sur chaque liste individuelle va être testé cette semaine. Ah oui, il nous dit quoi? Queen of Shards semble légitime, je suppose. On ne peut pas relancer une invule si on ne peut pas en faire une en premier lieu. Je pense qu'en fait, je préfère la configuration exacte d'ici parmi les 3 listes du top 4. Si vous vous attendez à beaucoup de miroirs, une étreinte sur chaque unité et le maître de la troupe étant une énorme menace de contre-punch pour tous les personnages ennemis qui s'approchent trop près, lui donne le plus d'angles. Donc voilà, il a réussi à trouver quelque chose à dire quand même. C'est à retenir. En tout cas, derrière Nako, on a Azuriani, Aeldari, donc ça veut dire que dans le top 4, on a quand même 3 listes Harlequins, 2 listes Aeldari, Azuriani. Dans le top 6, il y a 5 listes d'elfes. Allez, dans le top 8, vous avez 6 listes d'elfes. Il y a un écran, un ovni, je ne sais pas. Comment t'as fait, toi, pour venir là? Bon, allez, pour cette liste. Ultou avec 2 Farseer, 2 Banshee, 2 Scorpions et 3 Shadow Weaver, plus 6 des canons. Oh, putain, 6 des canons. Ben suit ici la règle du 2 c'est 1 et 1 c'est rien, en apportant un spar de tout ce qui est dans la liste. Ok, donc en fait il préfère jouer 2 plutôt que 1 de temps en temps. Ce qui est louable, hein, parce qu'on se dit si on en joue qu'un et qu'on se le fait péter, on ne l'a plus. Si on en joue 2 et qu'on s'en fait péter un, on en a toujours un. Alors, pour la liste à Aeldari de James Scaling, notre propre Boone peut jouer son Bieltan comme Bieltan, ce qui est agréable. Du côté des Craftworld, les Dire Avengers et les Warp Spider profitent des forces des Craftworld, tandis que quelques Light Harlequins sont également venus jouer et ont amené 3 Void Weaver avec eux. Toute la meute s'envole aussi d'une Webway Gate, assez bien pour battre 5 personnes, mais pas assez pour vaincre les Harlequins de John en demi-finale. Donc c'est vrai qu'au niveau US, on a le droit aux fortifications, là où, en tout cas en France, quand on joue au format WTC, les fortifications sont interdites. Les tables étant déjà très chargées, des fois il est quasi impossible de pouvoir poser entièrement ces bâtiments. Donc les Nécrons. Les Nécrons se frayent un chemin dans le top 8 grâce à leur récent équilibrage. Littéralement, dans ce cas, les Scorpèques et les Destructeurs Ophidian Destroyer, d'accord, sur une unité Forge World, traverse la table dans une armée de Nihilak soutenue par le roi silencieux, roi du silence. Et enfin Azuriani. Jack nous présente l'autre moitié de la collection Azuriani d'Art of War, avec une armée Ultway dirigée par Eldrad, plus Baharot, et le fucking avatar de Kane. Alors ça c'est pas mal, parce qu'on avait vu la semaine dernière, il y avait énormément de listes Craftworld avec Eldrad, Baharot, point. Là on trouve un avatar. Il y a même des coureurs de linceul. Coureurs de linceul? Comment ils traduisent? C'est quoi? Ah, les Shroudrunners, ok. Ok, ouais, les Shroudrunners, c'est les nouveaux, là. C'est les Rangers sur Motojet. Coureur de linceul. Jack a peut-être été éliminé en demi-finale, mais c'est lui qui a gagné nos cœurs.